Si vous êtes très compétent sur Khataba, vous allez entendre le texte sacré d'une certaine façon. Si vous êtes très bon en Qur'an, vous allez l'entendre d'une certaine façon. Et si vous êtes très bon en dialectique, vous allez l'entendre d'une certaine façon. Par exemple, أنزل عليكم الكتاب والحكمة. الحكمة شكون المعنى ديالها معروفة؟ لا المعنى ديالها ما معروفاش. Pourquoi? Parce que الشافعي خدا الحكمة وقال الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. Bon, voilà, ça c'est الشافعي بالمجال ديالو. وابن رشد الكتاب والحكمة، الحكمة هي البرهان. الحكمة هي أكثر le savoir qui a le plus haut degré de certitude, c'est donc al-hikma, c'est la sagesse, c'est la philosophie comme connaissance des choses vraies. Al-ilm bi-l'ashya' bi haqa'iqiha. Donc c'est très intéressant, effectivement, le sens n'est pas clos dans le texte, mais selon votre compétence. C'est pourquoi il est toujours ouvert à l'analyse. Parce que selon votre compétence, vous allez l'investir avec précisément une compréhension nécessairement stylisée, orientée. Merci beaucoup. Il dit aussi, pardon, sur il le dit, pourquoi? Il dit في اختلاف في وجود في حداثة العالم أو قدم العالم. المتكلمون disent que dans le Coran, ils disent que Dieu a créé complètement le monde. Il dit, moi je ne vois pas dans le Coran que Dieu est avec le rien. لا يوصف في القرآن أن الله مع العدم، مع la privation complète. C'est très intéressant. C'est-à-dire le grand problème de plusieurs analyses qui projettent le sens, c'est qu'effectivement, il n'y a pas des traces dans le texte à ce sujet. Merci beaucoup de cette... Voilà. بالنسبة للآيات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة والموعظة والجدل. Voilà, les trois formes d'exhortation rhétorique, maw'ida, jadilu billati hiya ahsan, c'est-à-dire jadal machi pour la controverse qu'il fait, c'est pour l'examen critique, comme j'ai répondu à mon collègue. Il réveille mon attention par la contradiction pour un examen meilleur, pas pour se disputer d'accord, pas d'accord. Oui, tout à fait. Merci. الكلمة الآن للأستاذة زهرة الدبري، مديرة مركز البحث الخاص بكلية الآداب. Tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde et je remercie chaleureusement mes collègues de la filière philosophie qui ont eu cette idée judicieuse et combien délicieuse de vous inviter. Parce que depuis le début, je suis désolée. En fait, je suis désolée pour moi-même parce que je suis arrivée en retard. Ce n'est pas vraiment un retard. On est dans la conversation. Pas vraiment un retard, c'est que j'ai fait une confusion regrettable. Je pensais que ça commençait à 10h. Je suis désolée. Alors, moi, je vais revenir avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous ai écouté avec délice, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses de vous et je vous en remercie. Alors, je reviens à cette question d'homonymie. En fait, je reviens surtout à la question de l'homophonie, c'est une particularité qui se trouve être à la base du lapsus. Vous avez parlé du lapsus, mais sans dire vraiment lapsus. On sait combien le lapsus est destructif. Quand je dis il détruit, il peut être destructeur, exactement. Et on sait combien de personnalités politiques ayant bien sûr prononcé des lapsus, et on sait que c'est un processus quand même très complexe chez Freud, le lapsus basé justement sur l'homophonie. Dernièrement, d'ailleurs, il y a une personnalité politique au Maroc, dans l'enceinte du Parlement, qui a
Da'ara, Da'ira, je pense que tout le monde connaît ce fâcheux incident. Et puis il y a aussi une grande dame de la politique française, Rachida Dati, qu'une fois avait utilisé pour inflation, fellation, et tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc il y a eu comme ça des exemples assez regrettables. Donc moi j'aimerais faire le lien effectivement entre l'homophonie et le lapsus. Et effectivement, cette façon aussi de récupérer un peu, on n'efface jamais, parce que finalement, ces personnalités politiques qui avaient donc prononcé ces lapsus, on ne les a jamais oubliés. Même on les utilise des fois en tant que petite blague dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est peut-être, j'aimerais un petit peu plus de, si c'est possible, Monsieur Ben Makhlouf, et j'aimerais aussi un peu plus de précision dans la différence qu'on peut établir entre conversation et parole. Par exemple, parce qu'on utilise la parole dans la conversation, c'est sûr, mais quand vous avez parlé de la conversation qui sauve, moi j'ai pensé à la parole salvatrice aussi. Parce que travaillant un peu sur la psychanalyse du texte, hein, pas vraiment sur la psychanalyse en tant que, disons que, utilisée dans la thérapie, non, pas du tout, mais travailler sur la psychanalyse du texte. Voilà, et je vous remercie encore une fois, et je remercie mes collègues. Merci beaucoup. Merci chers collègues de votre présence, mais vous n'avez pas manqué beaucoup, parce que j'ai commencé assez tard, on n'a pas commencé à 9h, donc voilà. L'homonymie et l'homophonie, plus que l'homonymie, parce que dans Tortoise, c'est complètement une homonymie. Mais dans Purpose, oui, il y a une nuance. Avec O et U, on ne prononce pas de la même façon quand il s'agit du dauphin et quand il s'agit du but. Donc effectivement, il y avait des exemples aussi d'homophonie dans ce que j'ai donné. Pour moi, c'est, si vous voulez, comme une épreuve, un test. Vous avez parlé du lapsus. Le lapsus, c'est véritablement une épreuve, mais une épreuve politique, bien sûr, une épreuve dans l'échange qui est très, très, très importante. Mais pour moi, l'homonymie, c'est véritablement une épreuve pour mettre à distance la synonymie. C'était surtout, si vous voulez, dans cette optique, et comme l'a rappelé tout à l'heure le collègue, c'est qu'il n'y a pas de trace matérielle de la synonymie. Et le drame, c'est que quand on dit le même sens, cette mêmeté n'existe nulle part dans la langue. C'est un vrai problème. Quand je dis l'étoile du matin est la même que l'étoile du soir, non, parce que l'occurrence qui me fait dire matin ne me fait pas dire soir. Les occurrences sont différentes. C'est pour ça que je suis revenu aux paroles occasionnelles. Ce que je dis à tel moment et ce que je peux dire à tel autre. Célibataire, non marié. Les situations où je dis célibataire ne sont pas les situations où je dis non marié. On dit que c'est le même sens. Non, attention, le même sens est un raccourci qui bloque complètement la compréhension. Donc c'était l'homonymie, vraiment je l'ai prise dans ce qui me met au défi de revenir toujours à la compréhension et non pas à la signification. Maintenant, si on veut l'ouvrir effectivement sur le lapsus, je vous dirais que le lapsus est très intéressant parce qu'en réalité, il n'y a pas d'intention. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sens encastré dans les textes, mais il n'y a pas une intention de signifier non plus. Les mots n'arrivent pas avec une intention de signifier. L'intention, elle est complètement dans, comment dirais-je, dans l'action. إن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النية في الأعمال.
les mots. Les mots ne viennent pas avec chacun avec une petite intention. Et le lapsus, c'est le bon exemple qu'il n'y a pas d'intention, mais qu'il faut chercher, effectivement, dans le contexte politique. Vous avez cité 2 contextes politiques forts, et c'est ce contexte-là qui présente la valeur du mot. Et le lapsus, c'est justement ce que je ne contrôle pas par une intention. Donc si on veut se libérer de l'idée d'une intention dans les mots, le lapsus est un très bon exemple. Et l'homophonie, bien évidemment. Donc je le prends, si vous voulez, dans ce sens aussi, de se libérer d'un pouvoir intentionnel dans les mots. On le voit, le pouvoir intentionnel dans les mots, c'est dramatique quand on a un rapport magique au nom. Par exemple, on va chez le médecin, il a dit que j'étais déprimé, que j'ai une dépression. Il a prononcé la dépression. Moi, je travaille beaucoup avec les médecins depuis 10 ans, et précisément la valeur catastrophique du pouvoir associé au mot est dramatique. Une maladie, c'est un examen, c'est du diagnostic, ce n'est pas du décryptage de signes. Et moi, j'ai appris avec les médecins d'opposer l'examen au décryptage. Ce décryptage, qu'est-ce que veut dire le signe? Bon, on retombe dans l'intention. Le signe ne veut rien dire, il n'y a que des usages. C'est pour ça que je disais, ouvrons les dictionnaires, Kitab al-Arab, Lisan al-Arab, c'est magnifique. Vous allez vous guérir de la synonymie en lisant Lisan al-Arab. Prenez un mot et regardez, il y a 10 usages, il y a 20 usages, il y a 30 usages. Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est très très important. Et ça guérit de l'intention. Vous savez que le mot ne veut pas dire quelque chose, il y a des usages distincts. Ça, c'est très important. Pour votre première question. Pour la deuxième question sur la conversation distinguer de la parole, il est vrai que dans ma première partie, j'ai fait cette distinction, c'est là où vous étiez absent, où j'ai commenté la phrase de Montaigne. La parole est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et donc, la conversation, c'est les 2 faces de la parole ensemble. Parce que si elle est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute, la conversation ramasse les 2 pans de la parole, si je puis dire. Et je reste quand même très lié à l'idée qu'il ne peut pas y avoir une parole non adressée. Même quand on converse avec soi-même, j'ai cité Roland Barthes et Bertolt Brecht, ils disaient plusieurs têtes pensaient en lui et lui pensait dans plusieurs têtes, c'est ça la vraie pensée. En réalité, quand on pense converser avec soi-même, il y a toujours ce qu'on appelle le monologue intérieur, la parole intérieure. En fait, c'est parce que la parole est instituée comme code et comme loi et comme règle que moi je peux l'emprunter comme parole intérieure. Mais la parole intérieure, je ne peux pas parler à moi-même en chinois. Voilà. Je parle à moi-même en français ou en arabe parce que c'est une langue instituée socialement. Donc la société est dans... Le grand problème que nous avons, c'est qu'on pense que la société est à l'extérieur des individus. La société est en nous complètement. Nous sommes investis de société. Nous sommes imprégnés de société. Il n'y a pas nous et la société. La société, ce n'est pas juste un ensemble de conditions matérielles. Non. La société est en nous. Et elle est en nous par la parole, qui est toujours en réalité une conversation, parce que je m'adresse toujours à un autre, psychanalyste, quand bien même je suis en parole interne. Et puisque vous m'avez mis sur le pas de la parole salvatrice, permettez-moi de raconter l'expérience cette fois-ci que je voulais vous raconter tout à l'heure sur le don d'organes. Donc j'ai fait avec un néphrologue, un spécialiste des reins, un avis pendant 1 an et demi. Je m'en ai et au comité d'éthique en France, parce qu'on a été sollicité par l'Assemblée nationale française pour faire ce rapport sur le don d'organes. Vous pouvez le télécharger au Comité consultatif national d'éthique, CCNE, avis 115. Et on a fait plusieurs auditions. Et on a reçu une femme, Joséphine Cossard,
qui est coordinatrice au prélèvement post-mortem. C'est quoi? C'est que les gens, malheureusement, ils meurent dans des situations catastrophiques d'un seul coup, des accidents de voiture. Vous savez au Maroc combien c'est un fléau national. Eh bien, les accidents de voiture, les accidents de moto, etc., ne soyez pas choqués, mais les organes sont en très bonne qualité. Et malheureusement, souvent, c'est des gens jeunes. La France a fait l'option de valoriser le prélèvement post-mortem pour sauver d'autres vies. Plutôt que le frère donne un rein à sa sœur, ou la sœur au frère, ou le père à sa fille, ou la mère à sa fille, etc. Non. Il y a la possibilité du don entre vivants, mais en France, c'est 10% seulement des greffes de reins notamment et de foie. Mais 90%, c'est à partir des personnes mortes. Mais qu'est-ce qui se passe? La loi dit, la loi Caillavet 1976, le personnel soignant s'efforce, pas obligé, de recueillir auprès de la famille du défunt si le défunt de son vivant s'était ou non opposé au prélèvement. Donc ce qui est très intéressant, c'est que s'engage entre la personne qui fait du prélèvement, souvent des femmes, et la famille de la personne qui vient de perdre quelqu'un, une conversation vitale. Parce que selon comment les choses vont s'orienter, il va y avoir la possibilité de sauver quelqu'un ou pas. En France, 70% des proches disent oui au prélèvement, mais 30% disent non. Et ça change selon les centres, selon l'engagement des gens au prélèvement. Parce que la première chose que disent les gens en deuil, catastrophe, c'est un malheur absolu. Du jour au lendemain, la vie est changée, la personne est morte dans un accident de voiture. La première chose dit, laissez-nous tranquilles, vous voyez bien que nous sommes dans le malheur absolu, ne nous dites rien. Oui, mais je suis là pour vous rappeler la loi. Et donc la conversation se met en civilité, petit à petit, pour dire, écoutez, je vous informe juste de la loi, la décision vous revient, etc. Et les gens commencent à dire aussi, Joséphine Cossard dit, la religion, ça l'interdit. Dit non, écoutez, aucune des religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, aucune interdit le don d'organes. Oui, mais les gens prennent la religion comme alibi aussi pour casser la conversation et ne pas. Et donc finalement, elle nous raconte l'histoire d'une très belle conversation où le geste, la voix, la parole, la traduction, tout ce que j'ai dit est dans cet exemple. C'est une famille d'un Indien musulman. Il était le pauvre dans un asile de fous, 20 ans. Il s'est échappé. On le retrouve noyé avec une carte d'identité qui ne peut pas être la sienne parce que c'était un nom polonais qui ne correspond pas à son phénotype. Donc avec de faux papiers. Alors on conserve le corps, on arrive à remonter à son identité, elle contacte la famille. C'était pendant le mois de Ramadan. La famille dit, écoutez, laissez-nous, vous ne voyez pas que, etc. C'est le mois de Ramadan, le patriarche qui décide dans notre famille, il jeûne, il veut rester tranquille. Alors, quelqu'un d'autre aurait pu dire, d'accord, au revoir. Elle dit, à quelle heure vous faites la rupture du jeûne? Dit à 8h ou 9h, je ne sais plus quel était le moment de l'année à l'époque. Elle dit, je me déplace pour voir le patriarche. Et elle vient. Et il ne parlait pas français. Elle dit, c'est pas grave, il y aura les traducteurs. Il y aura vous comme traducteur et je vais faire venir aussi un traducteur. Et la conversation s'engage, un peu comme Montaigne avec ses Amérindiens, par le truchement d'un traducteur. Et elle m'a dit, j'ai été suspendue aux lèvres pour voir, parce que chaque mot allait compter. Et à un certain moment, le grand patriarche fait ce geste. Voilà, il fait partie de la conversation. Parce que j'ai parlé des agencements spatiaux, des comportements corporels qui font partie de la conversation. Et donc, il y a pu avoir un prélèvement et il y a pu avoir une vie sauvée grâce à ce prélèvement. Voilà la parole salvatrice dans le cadre d'une conversation. Merci beaucoup de votre question. كلمة الآن الأستاذ بن هاشم أستاذ باحث في البلاغة والحجاج
جاءنا من طنجة يتقاسم معنا هذا اللقاء بالسلام. يتفضل. بداية أشكر الإخوان الذين فتحوا لنا هذه الفرصة للاستماع إلى الأستاذ بن مخلوف والتواصل معه. سأحاول أن أجركم المجال الذي أشتغل فيه هو الحجاج، وأعرف بأنكم تعرفون جيدا شاين بيرلمان. المداخلة تابعتها بتركيز وباهتمام، وطرحت علي كثير من الأسئلة بخصوص المجال الذي أشتغل فيه، مجال الحجاج. إذا بغيت نلخص الآن الأسئلة اللي عندي، كيف يمكن أن ننتقل من المحادثة للحوار، باعتبار أن المحادثة ربما أعم. الحوار ما يطلع هو أنه يهدف أو يمارس الحجاج، إما بهدف الإقناع أو ربما يكون جدال. تطرح مجموعة من الأسئلة ماذا يمكن أن نستفيده. هذا هو الأسئلة الآن التي أفكر فيها في مجال الحجاج. كلامكم على التشابه النفطي هو في مجال ديال الحجاج ربما من أشهر المغالطات اللي ركز عليها أرسطو، لعب على التشابه النفطي. أنا الآن أتحدث أفكر بصوت مسموع لحد الآن. إذا أنا أبحث الآن عن ما يمكن أن تستفيده نظرية الحجاج من عملكم القيم هذا هو. Il est vrai qu'on peut distinguer entre le niveau de la conversation et le niveau du dialogue qui est recherche des raisons. C'est vrai que dans une conversation, il n'y a pas l'orientation recherche des raisons. Et pourquoi? Parce que dans une conversation, s'enchevêtrent plusieurs niveaux. Ce n'est pas un niveau unilatéral pour mener une discussion. Merci de votre question parce que ça me permet de préciser que dans une conversation, il y a un enchevêtrement de plusieurs dialogues. Si je reprends l'exemple très logique de Alice, voulez-vous plus de thé? Comment puis-je en avoir plus puisque je n'en ai pas encore eu? Réponse, vous voulez dire comment vous pouvez en avoir moins parce qu'on a plus que rien. Et il y a deux types de raisonnement, alors que dans un dialogue, il n'y a pas de type de raisonnement. La conversation entremêle comme des fibres enchevêtrées plusieurs niveaux de raisonnement. Et donc là, c'est le raisonnement présuppositionnel, comme je disais tout à l'heure, ou le raisonnement mathématique. Plus, c'est plus que zéro. Voulez-vous plus de thé? Donc, vous voulez dire comment vous pouvez en avoir moins parce qu'on a toujours plus que rien. Voulez-vous plus de thé? Comment puis-je en avoir plus? Parce que je n'en ai pas encore eu. Donc, je n'en ai pas encore eu, c'est présuppositionnel. Et le mathématique raisonne à partir des axiomes qui ne présupposent rien. Et 1 vient après 0. Et plus, c'est plus que rien. Et donc, voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, la conversation peut après s'orienter vers des dialogues qui, chacun, unilatéralement, va prendre un chemin de recherche des raisons. Soit on fait la recherche des raisons présuppositionnelles, soit on fait la recherche des raisons mathématiques. Mais la conversation, elle mêle les deux. Vous avez tout à fait raison, le dialogue ne suit pas le même régime que la conversation. Il y a aussi le fait que dans la conversation, il n'y a pas du tout la recherche d'une controverse. C'est très très important. Or, la controverse, c'est ce par quoi se produit au final une raison hujja qui est donnée.
Il n'y a pas du tout la recherche, il n'y a pas l'idée d'un esprit, je dirais, aussi partisan. C'est pourquoi dans mon livre aussi j'ai distingué la conversation de la dispute médiévale, de la controverse sur des thèses. Ce ne sont pas des thèses qui sont engagées. Dans une conversation, ce ne sont pas des thèses qui sont engagées. Mais ce n'est pas non plus, comme je disais tout à l'heure, du bavardage. Vous avez mentionné tout à l'heure Saint-Simon, c'est très important. C'est des situations où quelque chose d'important est en jeu, mais qui n'est pas nécessairement une raison. Je vais vous donner un exemple. Ça, effectivement, il y a comme une disparité, une hétérogénéité entre le régime de la conversation et le régime des raisons. Je donne un exemple dans Saint-Simon. Dans Saint-Simon, alors la situation est aussi intéressante, il faut toujours restituer la situation. La mort de Louis XIV. La mort de Louis XIV, qu'est-ce qui s'est passé? Louis XIV avait, de son vivant, perdu ses enfants légitimes qui pouvaient lui succéder, sauf son arrière-petit-fils, mais qui était tout petit. Mais il y avait des enfants, entre guillemets, bâtards, on disait, horrible expression, des enfants naturels. Le duc de Maine et le duc de Toulouse. Ces deux ducs ont beaucoup œuvré avec Madame de Maintenon à la mort avant que Louis XIV meure, pour qu'ils aient un pouvoir dans la Gérance. Or, la Gérance revient au cousin, le duc d'Orléans, selon le régime royal de la monarchie de l'époque. Voilà toute la situation. Pourquoi? Parce que quand le duc d'Orléans fait le premier conseil à la mort de Louis XIV, je vois les deux ducs, duc de Toulouse, duc du Maine. Et ils ont produit un codici, un petit traité, etc., en disant que le roi va mourir, il a signé, etc. Et le duc de Saint-Simon, qui rapporte tout ça et qui écrit tout ça, il fait un signe, ça c'est la conversation, c'est plus le raisonnement, la recherche des raisons. Il fait un signe au duc d'Orléans d'arrêter tout de suite pour parler et de lever le conseil parce que ça allait mal tourner. Ça, c'est le principe de la conversation. Il arrête, il le prend à part, il lui dit vous concluez, etc. Le temps de préparer en coulisses les raisons et de revenir les présenter, mais cette fois-ci dans une conversation où les raisons ont déjà été formées ailleurs, elles ne vont pas se former dans la conversation. Merci beaucoup, c'est très très intéressant comme distinction entre les deux. Et je pense que, ça c'est, si vous voulez, la tiradienne, mais j'ai pu voir dans des textes philosophiques une conversation à orientation recherche des raisons. Par exemple, le discours sur les deux systèmes du monde de Galilée, il y a 3 personnes, mais chacune expose pendant 4-5 pages. C'est donc une conversation un peu, entre guillemets, artificielle, parce que chacune expose ses raisons, et donc il n'y a pas cette idée que la parole appartient moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute, avec une rupture de ton et de situation à chaque moment. Il y a cette menace tout le temps dans la conversation. Et certains disent, pourquoi pas, que le dialogue sur les deux systèmes du monde est une conversation philosophique. Mais dans ce cas-là, on va ouvrir la conversation, et on n'aura plus de distinguo entre une conversation et un dialogue, entre muhadatha wa hiwar, voilà, merci beaucoup. نمر الآن إذا كان شي استفسار سؤال. أستاذ كميشو تفضل. صباح الخير. بغيت ندير الانتباه في واحد المداخله قصيره اذا سمحتوا لواحد مسالتين. المساله الاولى هو كتشوفوا هنا بطريقه واضحه شنو هو الهدف دابا في المسلك ديال الفلسفه، هو يعني فعلا تهرسوا الحواجز ديال اللغه
وتولي اللغه الدور ديالها الطبيعي الحقيقي، ما ترتبطش بميكانيزمات نفسيه ووظائف اجتماعيه تثير عليها الشبهه، تولي فعلا وسيله ديال التواصل وديال النقاش وديال هذا. يعني عندنا غرض حقيقي وهدف حقيقي في المسلك ان دراسه الطلبه ديال الفلسفه ينفتحوا على اللغات، يولي مثل هذا النقاش ممكن وبكل سهوله. وفيها واحد المساله الثانيه هي اللي غادي نطرح واحد جوج الاسئله على الاستاذ المخلوف، هو لان بالفعل نعرفوا المسار الاكاديمي ديال الاستاذ المخلوف راه نسمعوه اليوم، هذه تجربه مزعجه الى حد ما، ولكن في الواقع غنسمعوا الشرح ونفهموا علاش ما خصهاش تكون مزعجه. الاستاذ المخلوف الكتابات ديالو الاساسيه ومشى مشى لفرنسا راه دار التكوين ديالو في الرياضيات كاريمون، تخصص مع الفلسفه واشتغل في المنطق الرياضي، وذكرنا قلت له فخيغو 3 ديال الكتب، راسل 3 ديال الكتب، وايت هذا الكتاب الى غير ذلك. السؤال اللي بغيت نطرح هو الاستاذ المخلوف، اولا شنو هو هذا المسار اللي غادي ينتقل بك من المنطق الرياضي اللي في الدرس ديال المنطق كناخذوا فكره على النوع ديال الخطاب اللي كيميزو لتناول موضوعات بحال المحادثه. هذا المسار علاش انا بغيت نسول الاستاذ المخلوف عليه، لانه في الواقع كيبان لي ماشي هو فيه جانب شخصي، يعني تجربه الاستاذ المخلوف يقدر عندها فيها اسباب ولا دواعي شخصيه فرديه، ولكن في الواقع كيبان لي بانها كتطابق الى حد ما مع التجربه ديال القرن العشرين في الفلسفه. ذكر الاستاذ اينشتاين مثلا من تراكتاتوس لي ريشيرش والانفتاح على اللغه، كنعرفوا كيفاش ان اغلب الدراسات دابا كتهضر على واحد السلسله ديال المنعطفات والمنعرجات اللي ميزات القرن العشرين، لو تورنون لينغويستيك براغماتيك، دابا كنقدروا نهضروا على دوطر فورم دو تورنون اللي انتقلنا فلاسفه كبار مناطق اللي كانوا في البدايه كيدافعوا على واحد التصور الخطاب العقلي كيتميز بالصرامه بواحد الاليات وقواعد مضبوطه الى غير ذلك، الانفتاح على قضايا بعيده على انها تستوفي هذا النوع ديال الشروط اللي كتميز الخطاب المنطقي بصورته الاولى اللي هي من نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20. فبغيت نسولوا هذا السؤال اللي هو شخصي اولا، كيفاش انتقلتي، ولكن كيفاش في نفس الوقت نشوفوا في هذه التجربه ديالك الشخصيه الصوره ديال التجربه ديال الفلسفه في القرن العشرين. ثم وهذا اللي هو كاين السؤال الثاني والاخير اذا سمحتوا، وحنا دابا كنسمعوا الاستاذ المخلوف على لا كونفرساسيون، ولكن ما خصناش نساو بانه اولا هو فيلوزوف كي انترفيان، ولوديتوار اللي كومبوزي برينسيبالمون ديتيديون دو فيلوزوفي. احنا اصلا هذه الرساله بمعنى ما كنتظروش انه يدير تحليل ادبي او هذا كان مجال ايضا عنده خصوصيته اهله الى ذلك، مي حنا كيهمنا هذا هو السؤال ديالي صوغوا بهذه الطريقه، ما فاش يفيدنا حنا في الفلسفه هذا النوع ديال التحليلات. كنعرفوا الاستاذ المخلوف دابا في هذه المواضيع وكيفاش، وهنا نعطيوه فرصه باش يتحدث لنا حتى الجانب الاخر، كيفاش عالم بالمنطق الفلسفه التحليليه يولي كيشتغل مع الاطباء جوج دابا ازيد من 10 سنوات في البيوإيتيقا، وكيهضر على مسائل ملموسه، على قضايا جزئيه ماشي على قواعد ولا قوانين عامه. بغينا نفهموا الدلاله ديال هذا الشيء علينا عندنا بالنسبه لنا حنا في الفلسفه، واش ماشي هذا واحد التحول كبير في التصور ديالنا لطبيعه الفلسفه، لطبيعه المنطق وطبيعه العقل. وقبل ما باش نعطي الكلمه للاستاذ المخلوف، ضروري الطلبه خصهم يتدخلوا. Merci, difficile. Hein. Je ne peux pas faire ma propre biographie. Mais bon, il y a des choses que je peux dire. D'abord, Michaud me pousse à dire un peu mon parcours. Effectivement, j'ai fait des mathématiques et de la logique et de la philosophie en premier. C'était une pratique. Les mathématiques, pour moi, c'était une pratique. C'était animé, pour moi, d'une même méthode scientifique que ce que j'ai fait avec les médecins depuis 10 ans.
C'est-à-dire ce qui compte pour moi, et je ne peux pas vous la définir, je peux simplement l'illustrer, que c'est une même méthode scientifique, c'est-à-dire pratiquer un langage précis à un moment donné. C'est ça, moi je retrouve, je n'ai pas senti que je m'étais beaucoup déplacé. Puis quand je me suis rendu compte que les philosophes arabes étaient logiciens et médecins, Ibn Tufayl, Ibn Béja, Ibn Sina, Ibn Rushd, كلهم كانوا في المنطق وكانوا في الطب. Et je me suis dit, le raisonnement médical, moi c'est ça qui m'intéresse maintenant, le raisonnement médical devient, enfin, j'y suis venu presque tout naturellement. Ça c'est pour les réponses aux dernières questions. Pour les premières questions, من المنطق الرياضي إلى المحادثة, je pense deux réponses. Bachelard, il dit que la science et la poésie sont deux contraires bien faits. Bien faits. Deux contraires bien faits. Ce n'est pas la même méthode, mais sont finalement très complémentaires. Et il y a eu quelque chose de cela, c'est-à-dire, tout en faisant beaucoup de logique, je lisais beaucoup Flaubert, et finalement, c'est quand même une même personne qui fait ces deux choses-là, et ça finit par se traduire. L'autre référence que je veux donner, c'est pas Bachelard, c'est Pascal. Pascal a dit que l'esprit de géométrie était distinct de l'esprit de finesse. On a l'impression, quand on dit l'esprit de géométrie distinct de l'esprit de finesse, que certains ont l'esprit de géométrie et que d'autres ont l'esprit de finesse. Que ceux qui ont l'esprit de géométrie vont faire de la géométrie et des maths, et ceux qui ont l'esprit de finesse vont faire de l'ulum insani. Non, c'est une même personne qui peut tantôt développer l'esprit de géométrie, tantôt développer l'esprit de finesse. Et la différence entre les